Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire de My Happy Job. Je suis Fabienne Brocarel, la fondatrice de My Happy Job by Moodwork. My Happy Job est un média en ligne dédié à la qualité de vie au travail et au bien-être au travail. Et comme vous le savez peut-être, My Happy Job a rejoint Moodwork à la rentrée. Et Moodwork, Antoine pourra en parler beaucoup mieux que moi, mais c'est une appli qui invite les salariés à devenir acteurs de leur qualité de vie au travail. Et Dieu sait qu'en ce moment, on en a encore plus besoin, je pense, qu'il y a quelques mois. Alors, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet d'actualité et d'un sujet qui a, selon moi, pris beaucoup d'ampleur avec la crise, qui a été une crise sanitaire, mais pas que. Et on va parler de sens au travail. Comment trouver ou retrouver du sens au travail? Et ce n'est pas une question anodine, c'est une question que beaucoup de salariés se posent. Une étude, par exemple, de Deloitte avait montré en 2017 que pour 9 salariés sur 10, le sens au travail est un enjeu essentiel. Et c'est aussi, on aura l'occasion d'en parler, non seulement un enjeu individuel, mais aussi un enjeu collectif pour les entreprises aujourd'hui, surtout pour remobiliser leurs salariés après une période d'un an et demi, parfois un peu difficile. Je vais vous présenter mes invités du jour. Bonjour Jessica Sampé. Bonjour, Vous bonjour à êtes tous. Mais oui, bienvenue. Vous êtes coach, vous êtes spécialiste du mieux-être au travail et vous avez fondé Human and You et vous êtes aussi partenaire d'Oser sa chance qui est du coup un ami, je dirais, de My Happy Job qu'on connaît très bien. Je salue Virginie qui écoute et donc bienvenue et vous nous apporterez un petit peu un œil de consultante, d'expert, de coach qui intervient énormément sur les questions de mieux-être et du coup de sens au travail. Bienvenue à vous. Merci. Bonjour Bruno David. Bonjour à tous, bonjour, très heureux Bienvenue. d'être Mais ravi aussi. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter en 2 mots Folia Team? Et ce qui est un peu particulier, c'est que vous avez repris l'entreprise il y a bientôt un an, la veille, pour tout dire, du deuxième confinement. Donc, la date n'est pas anodine aussi, il y a un an, avec une levée de fonds, mais aussi surtout l'entreprise reprise par les managers, c'est ça? Effectivement, ouais, je crois que tu as tout dit, Fabienne. Effectivement, donc on a repris alors même le jour de l'annonce du second confinement, c'était le 28 octobre. Et effectivement, on a repris à 24 managers l'entreprise. Donc, Folia Team, c'est un opérateur alternatif. On est 300 personnes et on réalise à peu près 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Très bien, bienvenue. Bonjour Antoine Courcou. Bonjour. Vous êtes psychologue pour Moodwork. Alors, en 2 mots, Moodwork, c'est une appli qui s'adresse aux salariés et du contenu réalisé par des psychologues du travail dont vous faites partie. Exactement. C'est d'ailleurs mon poste chez Moodwork que je dois vulgariser ce qu'on connaît dans la littérature pour essayer de rendre des connaissances plus accessibles à tout le monde et que tout le monde puisse travailler sur la QVT. Très bien. On va commencer d'entrée de jeu en vulgarisant une notion dont on parle beaucoup, mais dont on ne sait pas forcément exactement ce qu'il y a derrière. Alors, quand on parle de sens au travail, Antoine, on parle de quoi? Comment définir cette notion dont on parle beaucoup, mais qui n'est pas forcément évidente, je dirais, à définir? Yes, c'est une vaste question. D'ailleurs, la semaine dernière, j'ai vu le replay de Clément qui parlait lui d'engagement. Et quand on parle d'engagement, il y a cette notion de pourquoi on va travailler. Il y a cette notion un peu de sens derrière la question d'engagement, mais ici, on est plus dans du comportement. Nous, aujourd'hui, on va vraiment s'arrêter sur la logique de sens. C'est une question qui a été pas mal traitée par Estelle Morin, pour ceux qui veulent se renseigner sur Internet. Estelle Morin, qui est la pionnière de cette notion-là, et en fait, qui définit le sens au travail selon 3 grandes familles, on va dire. Donc, en gros, le sens, c'est quoi? Eh bien, d'abord, le sens, ça va être la place que va prendre le travail dans notre vie. C'est-à-dire qu'on peut avoir un travail qui n'a pas trop de sens, par exemple, mais on considère qu'on n'y trouve pas forcément trop de sens dans l'application du travail, mais on va considérer que de toute façon, moi, ce qui m'importe chez moi, c'est la famille. Ensuite, la deuxième chose qui m'importe le plus, c'est les amis. Et le travail va arriver dans cette 3e ou 4e sphère de vie. Et donc, on parle de place de travail, c'est une notion de sens. Donc, on parle de signification pour ceux qui veulent chercher un peu plus loin. On parle aussi d'orientation, donc ça c'est la deuxième chose lorsqu'on parle de sens au travail, c'est cette logique de à quoi le travail va me servir en termes d'atteinte d'objectifs, que ce soit personnel ou professionnel. Donc par exemple, une personne qui a des objectifs de vie de vouloir amener de l'apprentissage, vouloir amener des connaissances pour les autres, par exemple, va devenir professeur. Finalement, le métier de professeur va lui apporter du sens parce que ça va l'aider à répondre à cet objectif de vie qu'il s'est donné. Donc là, on est dans l'orientation du travail. Je vous fais un raccourci, évidemment, il y a elle étend le truc beaucoup plus profondément, évidemment. Et enfin, le dernier, si je ne dis pas de bêtises, c'est la cohérence du travail. Alors, c'est cette idée, on est beaucoup plus dans l'action, c'est cette notion, est-ce que ce que je fais est en cohérence
avec ce que je veux faire. Par exemple, si on reprend cette histoire de professeur qui se retrouve face à ses élèves, et ben, le travail va avoir du sens parce que ça répond à des objectifs de vie, mais dans son travail, il va peut-être il va être face à des élèves qui vont être difficiles, par exemple, où il va être, on va dire, il va faire preuve de sévérité tout le temps, ce qui fait qu'il va y avoir une incohérence vis-à-vis de qui il est, sachant que c'est quelqu'un de profondément sympa, aimable, etc. Et donc, il va y avoir une perte de sens vis-à-vis de cette cohérence, il va y avoir une dissonance cognitive. Alors ça, c'est encore un autre terme en psychologie qui est très connu, très fort, mais en fait, la dissonance cognitive, c'est que les personnes, en gros, quand on fait quelque chose, on a besoin de le faire de manière cohérente, on a besoin d'être en consonance avec ce qu'on fait. Et quand on fait quelque chose, ça nous est tous arrivé, de faire quelque chose qui rentre en désaccord avec nos valeurs, avec qui on est, et ben on va avoir ce sentiment d'être un peu perdu, d'être un peu mal à l'aise. Et à ce moment-là, on va changer soit notre comportement, soit notre vision de ce comportement. Et bien ça, c'est la cohérence, et c'est la troisième notion qui rentre dans le sens au travail, selon Estelle Morin. Très bien. C'est très intéressant parce que ça va au-delà de la fiche de poste où on peut avoir l'idée que voilà, certains métiers auraient plus de sens que d'autres de facto. Et en fait, on se rend compte qu'il y a aussi ce qu'on fait au quotidien et par rapport à soi, hein, forcément quelque chose qui joue. Jessica, Antoine évoquait la perte de sens. À quel signe on doit faire attention? Qu'est-ce qui peut nous alerter et nous dire, bah là, je suis peut-être un peu moins à ma place, je me sens peut-être un petit peu moins bien? Et comme le disait Antoine, en fait, le sens est extrêmement lié à l'individu, puisqu'il vient nourrir en fait son besoin, son important et donc ses valeurs. À partir de là, ça a un impact direct sur la physiologie et ça va commencer par effectivement vider un peu les réservoirs de motivation, les réservoirs de satisfaction personnelle, et puis d'efficacité personnelle aussi. Donc un impact sur l'énergie. Et ça va être le premier signe. Effectivement, si je sens que effectivement je me traîne un peu, que j'ai du mal à me mettre en mouvement pour faire ce que j'ai à faire, ça peut être une petite alerte qui peut déjà nous dire, et bien sûr sur le long terme, hein, parce qu'on peut tous être fatigués à un moment donné et ça arrive voilà, à bon nombre d'entre nous. Mais effectivement, si ça perdure, eh bien, ça peut être un premier signe d'alerte de cette perte de sens qui peut engendrer à terme effectivement pas mal de contraintes puisque on peut entrer au travers de ça dans des schémas d'influence interne vicieux, ce que j'appelle les schémas d'influence interne vicieux, cette relation entre la pensée, l'émotion et le comportement qui fait qu'à un moment donné, si je perds le sens et que je ne me sens plus efficace dans mon travail, du coup, j'ai un sentiment de culpabilité qui peut s'installer, effectivement, m'amener à avoir des comportements inadaptés dans mon environnement, dans ma relation aux autres et bien entendu dans ma relation à moi-même. Ouais. Bruno, jusque-là, on parle beaucoup d'individus, de quelque chose de, voilà, de subjectif, propre à chacun. Pourquoi les entreprises doivent aussi s'intéresser au sens au travail et pourquoi vous l'avez fait du coup il y a un an? Pourquoi c'était important? En fait, je vais répondre sur finalement les deux côtés, l'aspect individuel et l'aspect collectif finalement, en écoutant Jessica. Alors Jessica, il y a un terme qui m'a bien plu, parce que je l'utilise souvent, c'est le terme d'énergie en fait. Et puis le deuxième point que tu as évoqué, c'est le fait que ça arrive à un bon nombre de personnes des fois de se dire bah, finalement j'ai un peu moins d'énergie que je pense. Bah, ça arrive aussi à des dirigeants. Parce que moi, ça faisait 18 ans que j'étais directeur général enfin, je n'ai pas fait que directeur général, j'ai fait à peu près tous les postes, mais ça faisait moi 7 ans que j'étais directeur général de Folia Team. Et puis, le 28 octobre, on reprend. Et je me rends compte, finalement, à titre individuel, que moi aussi, en fait, j'avais perdu un peu d'énergie, d'envie de faire les choses. Bon, certainement, l'effet du Covid a dû agir dessus. Et donc, j'ai eu besoin de me réinventer, déjà à moi-même, en me disant, voilà, il faut que j'adresse cette nouvelle page de l'histoire de l'entreprise, en tant non plus que directeur général, mais président. On m'a confié finalement l'énergie de 300 personnes. Il faut que j'en fasse quelque chose. Il faut que j'en fasse quelque chose d'utile. Il faut que j'en fasse quelque chose de motivant. Et puis idéalement, intellectuellement stimulant pour tout le monde. Voilà. Et donc, finalement, je suis parti de moi-même en me disant il faut que je fasse autrement. Et puis finalement, je me suis dit, mais il y a plein de gens qui, à mon avis, ont certainement plein d'autres attentes dans la boîte, et notamment des questions de sens. Voilà. Et il fallait remobiliser, il fallait refédérer les gens après le 28 octobre, sachant qu'on est tous à distance. Et donc, je me suis dit, effectivement, il y a certainement des sujets qui vont toucher les gens personnellement, qui vont du coup leur donner envie de travailler avec les autres, pas forcément du coup sur des sujets pro, mais aussi sur des sujets perso. Donc, on a lancé plein d'initiatives. On a lancé notamment une initiative autour du Téléthon, parce qu'on a
On a une de nos collaboratrices qui venait d'apprendre que son petit garçon avait une myopathie du chêne. Et donc, on lui a dit, bah, écoute, on va te soutenir, l'entreprise va te soutenir. On va essayer de faire comprendre et connaître ce que c'est que le Téléthon à tout le monde. Et donc, on s'est tous mobilisés. On a fait une petite vidéo. Et c'est vrai que, bon, à titre personnel, moi, mon petit garçon de 8 ans a vu la vidéo et m'a dit, papa, je suis fier de toi. Donc là, ça m'a complètement fait l'électrochoc en me disant, bah, effectivement, faut aussi que tu engages l'entreprise sur la bonne voie en faisant ça. Et puis, c'était un moyen de finalement fédérer plein de personnes de l'entreprise autour d'une cause, de les faire être ensemble, de les faire finalement travailler aussi ensemble, et puis d'amener leur énergie sous une autre forme à l'entreprise. Et donc, de cette expérience-là, en fait, on s'est dit, bah, en fait, il y a plein d'autres choses à faire. Et donc, on a lancé des initiatives sur des axes autour de l'inclusion, des axes autour de la parité, des axes autour de l'amélioration de notre empreinte carbone, et puis la gestion de nos talents. Comment on allait mieux gérer nos talents. Et donc, on a créé finalement un groupe de jeunes talents à parité, 9 femmes, 9 garçons. Et puis, on leur a dit, bah, écoutez, aidez-nous à transformer l'entreprise sur des sujets très opérationnels, mais avec votre regard, mais aussi sur des sujets de qualité de vie au travail. Voilà. Et puis, on leur a fait vivre différentes expériences. Je pense qu'on pourra y revenir, mais c'est clair que finalement, c'est un peu l'énergie crée l'énergie, et c'est assez vertueux. Et même si ce n'est pas très physique, en tout cas, on s'est rendu compte que c'était très entraînant. Voilà. Ah Et ouais, donc, nous, on croit clairement que effectivement, il faut réussir à concilier les deux. Alors ensuite, je suis chef d'entreprise, donc on ne peut pas faire que de qualité de vie au travail, mais il faut réussir à réunir un peu performance économique et en même temps bien-être au travail. Et je pense que les deux peuvent parfaitement bien fonctionner ensemble. J'entends aussi, Bruno, que tu soulignes en fait que tu les sors de leur contexte professionnel, donc de leur posture, et donc que tu les reconnectes finalement à ce qui les rend humains et à cette connexion humaine qui n'est peut-être pas palpable, en tout cas quand on est dans notre posture professionnelle. Donc, est-ce que pour toi, c'est ça, en fait, cette connexion d'humain à humain qui va faire qu'on va retrouver le sens? Oui, c'est sûr, ou qu'on va trouver un autre sens d'ailleurs, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas forcément perdu le sens, mais qui vont trouver un nouveau sens en fait dans l'entreprise, parce qu'ils vont rencontrer d'autres personnes de l'entreprise, parce que c'est aussi l'idée, c'est un peu de casser tous les silos qu'on peut avoir dans l'entreprise. À travers un projet comme le Téléthon, c'est pas forcément une équipe de l'entreprise qui va bosser dessus, c'est des gens de plein d'équipes différentes qui vont se mettre à travailler pour aider sur une cause qui leur est chère. Une personne de l'entreprise, ça crée des liens, ça développe de l'énergie. Donc, soit ça permet de retrouver du sens, soit ça permet effectivement, à travers le contact humain, de trouver un nouveau sens ou un sens différent ou de renforcer des liens au sein de l'entreprise. Et on l'a vu, la période n'était pas anodine. Bruno l'a dit que la crise avait dû jouer aussi dans cette peut-être prise de conscience. Antoine, Jessica, est-ce que vous avez constaté vous aussi qu'il y avait peut-être plus de demandes ou d'interrogations sur le sens au travail depuis le Covid, depuis la crise sanitaire? Oui, complètement. En fait, cet arrêt global fait que on vit nos vies en fait comme des petits hamsters qui tournent dans leur roue, hein. On a nos habitudes, voilà, on a effectivement la nature de notre travail aussi qui fait que quand on est en présentiel, on se connecte aux gens, voilà, on vient en tout cas nourrir plein de choses. Et cet arrêt brutal fait qu'à un moment donné, il y a déjà un rythme qui est cassé. Donc, c'est comment j'appréhende ce rythme, ce nouveau rythme. Comment aussi je vais m'adapter finalement à tout ce nouvel environnement. Et puis aussi, voilà, cet arrêt a mis le doigt sur l'essentiel et sur cette reconnexion à soi qu'on ne prend pas le temps de faire au quotidien. Parce que c'est ça le bien-être finalement, c'est prendre soin de soi et qu'on ne fait pas au quotidien. Donc oui, je pense qu'effectivement, cette perte de sens, en tout cas cette crise sanitaire a eu un impact. Et je pense que ce n'est pas fini, puisqu'effectivement, dans le rebond qu'on est en train de vivre et dans la performance cette quête de performance qui existe aussi au sein des entreprises, je pense que effectivement tout ce manque de bien-être, en tout cas cette souffrance au travail qui est en train d'évoluer, eh bien ne va faire que s'accroître sur les mois qui arrivent. Ouais. Oui. Antoine, vous avez eu plus de demandes, parce que les psychologues de Moodwork accompagnent aussi les salariés. Du coup, il y a eu plus de demandes en ce sens? Oui, enfin, plus de demandes, ce serait difficile à dire parce que
on a toujours le même nombre de rendez-vous, etc. Donc, en tout cas, chez Moodwork, je m'occupe en tout cas à ce moment-là, j'accompagnais beaucoup les personnes qui étaient en perte de sens dans leur activité. Effectivement, la grande majorité des rendez-vous que je devais avoir étaient sur cette question-là. Et je trouve ça super intéressant, ce qui vient d'être dit tout de suite, puisque le fait de s'adapter à ce nouvel environnement peut être un point essentiellement très majeur dans cette perte de sens. Il y a bien évidemment l'aspect général qui s'est passé pendant le Covid. Je ne vais pas tellement aller extrêmement là-dessus parce qu'on est plus sur du groupe. Donc, cette idée de à quoi sert mon travail, je ne travaille pas, les autres travaillent. Il y a cette notion-là qui a forcément eu sa place. Je n'ai pas eu affaire à cette position-là, donc je ne pourrais pas tellement en dire plus. Mais par rapport à justement cette idée d'adapter à ce nouvel environnement, on a constaté en tout cas qu'avec l'arrivée du télétravail, un changement drastique des conditions de travail, des environnements de travail, les personnes se sont retrouvées à avoir un sentiment de charge de travail beaucoup plus fort. Parce que, d'une manière générale, si on va sur cette notion de sentiment de charge mentale, quand on travaille dans notre vie tous les jours, on a des habitudes qui sont mises en place, qui sont, le principe des habitudes, c'est automatisé, donc on les fait sans énergie. Et on se retrouve dans un nouvel environnement, dans une nouvelle condition où tout ce qu'on doit faire doit être réfléchi. Donc, ça nous prend plus de temps, plus de coûts cognitifs. Et quand, associé à ça, on ne sait pas pourquoi on le fait, mais en fait, ça exacerbe cette notion de sens au travail. Donc, je pense que le Covid, je ne sais pas si ça a amené, en tout cas dans l'aspect général, un sentiment de perte de sens global, je ne saurais pas le dire. Mais je pense qu'à l'aspect individuel, ceux qui avaient déjà des problématiques liées à ça, qui ne savaient pas forcément comment se situer vis-à-vis de leur travail, l'impact que ça peut avoir, mais pas forcément de reconnaissance. On en a parlé tout à l'heure, la reconnaissance, c'est majeur pour avoir du sens dans son activité. Eh bien, ces personnes-là ont, à travers le Covid, très certainement, et à travers ce changement d'environnement de travail, ont ressenti justement cela se mettre en place. Et c'est extrêmement violent. Ça fait, c'est difficile quand on est dans une situation. On s'est retrouvé à accompagner ces personnes-là. Et pour le coup, ce qui a été dit au départ, ce que je disais au départ sur les logiques d'Estelle Morin, pour essayer de. En fait, quand on parle de sens au travail, on ne sait pas trop de quoi on parle en vérité, parce que ce n'est pas très loin palpable. Le fait de le distinguer de cette manière-là, ça peut permettre aux gens de se poser les bonnes questions, parce que parfois, le fait de ne pas avoir de sens au travail, ils vont se positionner sur une chose et ça va être l'enfer. Alors qu'en fait, le sens, il peut se retrouver ailleurs. Le sens n'est pas forcément dans l'activité en elle-même. Le sens peut se retrouver dans l'apport que ça va avoir sur moi, sur mon environnement, sur ma famille. Comme l'a dit tout de suite Bruno, les personnes dans leur environnement de travail travaillent sur une activité, chacun a sa propre activité, mais ici, il ajoute quelque chose de commun, une activité à côté, un sens, une aide pour ces personnes-là. Et ici, on va tout de suite regagner du sens. Donc, on n'est pas sur l'activité pure pourtant, mais on voit bien que le travail peut permettre à côté de retrouver du sens. Et c'est important de se décentrer parfois pour relativiser justement sur la situation. Je suis assez d'accord avec ça. Effectivement, le retour à soi, il est essentiel. Ça passe essentiellement par la connaissance de soi. Donc, voilà comment je viens comprendre mes besoins psychologiques, mes besoins identitaires, et comment je vais venir me nourrir de ça en fonction de ce qu'il y a, encore une fois, d'important pour moi. Oui, et c'est le premier pas justement, parce qu'on a souvent l'idée, oh là là, j'ai plus de perte de sens, donc on va sortir les chiffres de la reconversion, les gens qui ont tout plaqué, qui ont déménagé, qui ont changé de domaine. Donc on a souvent cette vision dans les médias que pour retrouver du sens, il faudrait tout changer. Quels seraient vos conseils, Antoine et Jessica? Le premier pas à faire déjà, c'est ce temps d'introspection pour s'interroger sur soi, sur ses besoins? Oui, complètement. Là, pour moi, c'est qui mieux que soi peut savoir ce qui est bon pour soi, en fait. Donc, mais effectivement, il faut prendre ce temps de retour à soi, de venir voilà, apprendre à s'apprivoiser, à se connaître différemment, à venir faire l'inventaire. C'est vrai qu'on ne change pas du jour au lendemain de vie. Ça se fait par étapes et ça se fait en balisant le terrain parce qu'effectivement, ça amène un bon nombre de conséquences qui peuvent être dramatiques à terme. Alors, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir, mais si le chemin est balisé, on part déjà avec beaucoup plus de sécurité, donc ça, c'est quand même chouette. Et je pense que la première étape, c'est vraiment cet inventaire. Qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux plus? Voilà. Et en abandonnant ce que je ne veux plus, finalement, quelles conséquences ça va avoir sur ma vie? Si je quitte mon job, voilà, quel impact ça a sur moi, quel impact ça a sur ma famille. Donc, du coup, cet inventaire, pour moi, c'est la première chose à établir. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Antoine.
Si, complètement. Après, je sais que ce n'est pas forcément quelque chose qui peut être simple dans le fond. Alors, il ne faut pas aider à être accompagné, il ne faut pas hésiter à se faire Ah oui, accompagner, justement, oui, parce que c'est la première chose. Ouais. ça peut être, on peut culpabiliser de ne pas savoir. Si des fois, une personne s'est retrouvée pendant 10 ans, 15 ans sur un job où là, elle perd son sens et elle va se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait mes 10, mes 15 dernières années? Et tout de suite, ça va être l'enfer, quoi. Alors qu'en fait, il faut, comme disait Jessica, il faut prendre du recul déjà sur la situation, il ne faut pas s'alarmer. Ce qui a été fait, là, a été fait pour plein de raisons. Il suffit de prendre 15 minutes pour savoir pourquoi ça a été fait, ne serait-ce qu'en reprenant les logiques de Stèle Morin. Si on regarde déjà par rapport à la place du travail, peut-être que le travail m'a servi sur d'autres choses à côté. Donc, il faut se détendre vis-à-vis de ça. Ensuite, derrière, évidemment, la notion des valeurs. Donc, c'est cette idée de bien se connaître. La notion des valeurs, c'est très intéressant pour quand on est un peu perdu, qu'on ne sait pas trop, si on n'a plus de passion, si on n'a pas de passion, si on ne sait pas où aller, si on ne sait pas à quoi ça nous sert, où est-ce qu'on va, pourquoi je fais ça, etc. Et décider après, la question qui va arriver, c'est mais qu'est-ce que je veux faire? Oui, mais je ne sais pas ce que je veux, en fait. Ça, c'est la notion qui est super compliquée à traiter. Alors là, je vous invite, si vous avez l'occasion, si vous êtes dans cette situation, l'idéal est de se positionner sur ces valeurs, des valeurs dans le sens de Schwartz. Je ne vais pas les définir ici parce que c'est long et puis ça s'apprend beaucoup aux besoins, etc. Mais il y a sur Psychomédia, si je ne dis pas de bêtises, il y a un questionnaire que vous pouvez faire pour mieux comprendre vos valeurs. C'est-à-dire que il a défini 10 valeurs, ça va vous donner lesquelles sont en avant. Attention, toute proportion gardée, ça reste un questionnaire, c'est un outil, il faut le prendre avec des pincettes évidemment, mais ça peut vous donner une piste derrière. Puis ensuite, bien sûr, réfléchir sur la situation, qu'est-ce qui m'apporte du sens dans mon travail, qu'est-ce qui fait que j'en ai pas. Alors, tout quitter, tout balancer pour partir ailleurs, c'est bien sûr, ça peut des fois être utile, des fois il faut faire ça, des fois c'est pas non plus nécessaire. Le sens, vous pouvez le trouver autrement. Peut-être que le sens, c'est parce que les activités que vous faites en ce moment dans votre travail ne sont plus raccord avec qui vous êtes. Et peut-être que les consignes qui vous sont données ne fonctionnent pas. Donc, dans ce cas, il ne faut pas hésiter à aller échanger avec votre manager. Vous pouvez également changer votre perception de votre travail. J'aime bien ce cas-là parce qu'il est très parlant, mais prenons une personne qui est homme de ménage dans un hôpital. S'il regarde son métier en se disant « je nettoie les toilettes », par exemple, et je ne sais pas pourquoi je fais ça, j'en ai marre de faire ça, etc., il va avoir une vision très négative, ou du moins qui peut être négative de ce qu'il fait. C'est pas ce que je dis, évidemment. Et s'il regarde sa position en se disant grâce à moi, je rends les environnements propres et c'est la première base pour bien soigner les gens. Donc, je suis responsable du soin de tous les patients. Là, il devient un chaînon manquant dans l'environnement de travail. Il a juste modifié sa pensée, pas son activité. Et tout de suite, on voit que ça peut regagner du sens. Ce n'est pas la seule raison de faire, mais déjà remodeler ses tâches, repenser à ses tâches. Pas tout seul, avec l'aide de son manager, ça peut très bien se faire aussi. Réfléchir à ses besoins fondamentaux, l'autonomie, gagner en compétences, gagner en échange avec les collègues, en affiliation, ça s'appelle. Il peut également modifier donc sa perception qu'il a de l'activité, mais il peut aussi modifier ses relations. Peut-être que, comme on l'a vu tout de suite, comme vous nous l'expliquiez tout à l'heure, la situation au travail, on va peut-être tous la tête dans le guidon, mais si on change notre manière de communiquer avec les autres, si on lui d'envoyer un mail, si on lui de passer un téléphone, on va voir son collègue, tout de suite, on va créer des affiliations qui vont peut-être redonner du sens aussi. Le sens n'est pas forcément dans l'activité pure, c'est ça qui est primordial ici à comprendre. Oui, il y a deux choses. Les valeurs peuvent être des vraies boussoles pour du coup nous aider si on se sent un peu perdu. Et après, ce que j'aime bien dans ton exemple, par exemple à l'hôpital ou les agents de nettoyage, allez voir aussi si ça vous intéresse. Par exemple, on avait interviewé une entreprise qui s'appelle Agenet, qui est spécialisée justement dans les nettoyages de bureaux. Et en fait, pour aider les salariés à gagner en équilibre de vie pro-perso, mais aussi en reconnaissance, ils ont changé tout simplement les horaires de travail. C'est-à-dire qu'au lieu que les agents viennent nettoyer à 4-5 heures du mat quand il n'y avait personne ou à 6 heures, ils viennent nettoyer en journée et ils rencontrent les personnes qui occupent les bureaux. Et du coup, il y a une nouvelle reconnaissance qui se fait et je vois à quoi je sers concrètement que j'aide telle personne parce qu'elle a un bureau propre quand elle arrive. Et du coup, ça change clairement ce quotidien-là, alors qu'en soi, le poste est resté exactement le même. Donc, c'est assez intéressant de voir des fois que voilà, il y a des petits ajustements à faire pour retrouver un peu de sens. Et Bruno, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin dans les initiatives, les exemples? Vous parliez tout à l'heure de RSE. L'idée, c'est que tous les collaborateurs s'y intéressent, qu'on ne soit pas forcément spécialisé là-dessus, que ce ne soit pas à la base son poste de départ, par exemple? Oui, c'est ça. Alors, nous, on n'a pas de responsable RSE. Je rejoins aussi ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que je pense qu'effectivement, en tout cas, les sujets RSE que j'ai pu évoquer tout à l'heure, inclusion, l'emploi des jeunes, la qualité du travail, etc., ça peut être impulsé par la direction, mais ça doit surtout être pris en main
par les collaborateurs. Donc, nous, on doit soutenir ça. C'est clair que moi, je pense que ce qu'on vise, nous, c'est effectivement que les gens puissent se sentir utiles, ou deux, partagent des expériences, testent des idées, ou voire se dépassent aussi, parce qu'il y a des gens qui ont perdu le sens parce qu'ils trouvent que dans leur job, il n'y a plus de dépassement. Voilà. Donc nous, on cherche à en tout cas aider, encourager toutes les initiatives autour de ces axes-là. Et donc dans les expériences qu'on a faites, il y en a plusieurs, donc je ne vais pas toutes les citer, mais il y en a une qu'on avait évoquée ensemble, qui est le Vie ma vie, par exemple. Alors c'est un truc très, très média, mais qu'on a adapté nous à l'entreprise, mais qui était un truc super parce que on a échangé les jobs de plusieurs personnes dans la boîte. Ils étaient 18, donc on a inversé tous les jobs. Donc on avait une contrôleuse de gestion qui est passée au commerce, on avait un expert technique qui est passé au marketing, etc. Et franchement, c'était génial parce que ils étaient très dubitatifs quand même sur le sujet en disant mais on n'aura jamais le temps et tout, on a plein de boulot, on va pas y arriver. Bon, finalement, ils ont fait 4 demi-journées, ils se sont éclatés et ils sont revenus en disant bon bah voilà mes recommandations sur le job que j'ai occupé pendant 4 demi-journées. En termes d'amélioration, ça serait ça, ça, ça. Et finalement, ils étaient un peu le porte-parole du collègue dont ils avaient pris le poste. Alors, ils sont restés ensemble, hein, ils sont pas arrivés comme ça, mais ils n'avaient pas le droit de toucher leur ordinateur pour traiter leur mail. Voilà. Et en fait, ils ont trouvé ça super. Et donc, on va essayer de le généraliser un peu plus largement à l'entreprise. Alors, il faut l'organiser parce qu'il y a 300 personnes, c'est pas évident. Mais effectivement, ils sont sortis de leurs équipes, ils sont sortis de leur bureau, ils ont été un peu plus au contact, ils se sont mis un peu en difficulté, ils ont été bosser avec des gens dont ils ignoraient tout, alors qu'ils travaillent dans la même boîte, mais en fait avec des visions complètement différentes. On a un comptable qui compte très bien, évidemment, mais qui, par contre, était à 10 milieux d'imaginer ce que pouvait être le job d'un commercial sur le terrain. Et à l'inverse, le commercial n'imaginait pas qu'à chaque fois qu'il mettait ses notes de frais sans ses tickets, forcément s'emmerder le responsable comptable qui devait le relancer, qui ne pouvait pas boucler les comptes, etc. etc. Donc, voilà, première expérience intéressante. Donc, en tout cas, moi, je le recommande à tout le monde d'essayer d'expérimenter ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a travaillé sur la partie climat. On a par exemple un de nos collaborateurs qui est très, très bon sur la construction de fresques sur le climat. Voilà. Et donc, on lui a dit, écoute, monte une grande fresque sur le climat et montre-nous finalement, avec une quinzaine de collaborateurs, comment on peut construire cette fresque, donc sur cause, conséquences. Qu'est-ce qu'on peut faire à titre individuel pour faire progresser la planète et qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'entreprise pour faire progresser. Donc là, c'est vraiment un partage d'expérience d'un collaborateur vers d'autres collaborateurs qui, là encore, ne sont pas de la même équipe, mais peuvent avoir le même niveau d'appétence sur ce type de sujet. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait également on est en train de réfléchir à mettre en place une partie de nos espaces verts pour faire de la permaculture, parce que là aussi, on a quelques collaborateurs qui sont très intéressés sur ce sujet-là et qui peuvent partager des choses. Bon, voilà. Donc, en tout cas, on a essayé. À chaque fois qu'il y avait des idées, on a essayé de soutenir ces initiatives parce que je pense que l'entreprise y gagne vraiment, que les collaborateurs y trouvent de l'intérêt au-delà du domaine professionnel. C'est un partage d'idées, un partage d'expériences. Et globalement, ça fonctionne quand même très, très bien, quoi. Donc nous, ça nous encourage à continuer à faire ce genre d'expérience. Oui, et quand on disait tout à l'heure qu'il ne faut pas forcément des fois tout changer, en effet, le même poste, mais dans des entreprises différentes, avec une culture justement comme ça au quotidien différente, ça peut tout changer parce qu'on se sent peut-être plus à sa place. Le côté humain dont tu parlais, Jessica, c'est être là pleinement, c'est-à-dire avec pas que mes compétences de comptable, mais du coup, voilà, mes appétences autres aussi. Donc, c'est super de pouvoir les exprimer. C'est en ça, en fait, où c'est intéressant, je reviens à l'humain, parce que c'est vrai que comme on vit nos vies professionnelles dans des postures qui sont parfois un petit peu trop étroites pour soi, on finit par être dans des costumes qui ont tendance à craqueler un petit peu partout. Et puis, c'est vrai que on vit aussi, on joue à cache-cache, en fait, avec ce qui nous rend profondément humains, souvent dans le monde de l'entreprise, bien que cette entreprise s'éveille. Et je pense que c'est en ça où revenir justement
à ses vraies valeurs humaines, à ses vraies valeurs de partage, d'authenticité, d'échange, qui permet aussi tout simplement de progresser, d'éveiller sa conscience. Ça vient aussi nourrir ce sens. Donc ça, c'est chouette. Bravo pour tout ce que tu fais, Bruno, parce que je trouve que c'est hyper inspirant. Ouais, ouais, ouais. Et on a Valérie qui nous demande justement, Bruno, par quels moyens avez-vous créé le partage des idées et des initiatives? Comment vous avez su que telle personne voulait faire une fresque pour le climat, que telle autre, du coup, voulait s'investir pour telle cause? Alors déjà, moi, je connais quand même bien les gens de la boîte parce que j'y suis depuis 18 ans. Donc, et à chaque fois qu'il y a un nouveau recrutement, je vois la personne. Et à chaque fois, je leur pose toujours la question de finalement, à titre personnel, c'est quoi vos intérêts? Donc ça, c'est un premier axe. Le deuxième axe, c'est mon comité de jeunes talents là, qui est top. Donc, c'est 18 personnes de tous les services de l'entreprise, de 22 à 42 ans. Et l'idée, c'est qu'eux, justement, ils identifient des initiatives et ils les remontent. Voilà. Donc, ça ne vient pas que du management, ça vient aussi d'eux, et beaucoup d'eux, qui là encore travaillent par groupe de 3 sur du coup 18 sujets, non, sur 6 sujets au global. Mais pareil, ils sont de 3 services complètement différents et donc ils identifient des collaborateurs qui ont des idées, qui peuvent contribuer et ils proposent dans ce cadre du comité de jeunes talents ce qu'on pourrait mettre en place. Voilà, et puis ensuite, on vote collectivement sur ce qu'on peut mettre, à quelle échéance, etc. Donc voilà, c'est comme ça qu'on identifie avec eux notamment les sujets. Et d'ailleurs, on les expérimente souvent avec eux au début. Et après, si ça marche, comme le Vimavi, on l'a expérimenté dans le comité de jeunes talents. Et ensuite, on essaye de le généraliser plus globalement. Voilà. Et dans le comité de jeunes talents, ça va d'une alternante à une chef de projet qui est dans la boîte depuis 9 ans, je crois. Donc, on a des gens qui ont aussi une vision de l'entreprise différente parce que ça ne fait pas la même durée de temps d'entreprise pour les uns et les autres. Et avant de passer aux questions, c'est bien qui affluent, donc n'hésitez pas, je les pose juste après ma dernière question. On a parlé du coup de ce qu'on pouvait faire individuellement, de ce que la direction pouvait mettre en place, mais on a commencé aussi à en parler un peu, mais qu'est-ce que le manager peut faire si on sent voilà, dans son équipe qu'il y a peut-être certains qui se posent des questions sur leur poste? Qu'est-ce que le manager, qu'est-ce que vous conseilleriez au manager? Parce qu'on parlait de reconnaissance, donc il a quand même un rôle assez fort au quotidien pour aider à développer le sens dans son équipe. Moi, je suis pour la carte de la proximité. Je pense que c'est important quand on est un manager, effectivement, d'avoir des temps individuels avec les membres de son équipe, mais de manière informelle. Voilà, peut-être le café du vendredi ou le café du matin, peu importe le jour de la semaine, mais ce moment où on va pouvoir échanger ensemble et aller justement travailler sur des sujets qui sont tout aussi importants que les tâches qu'on a à accomplir au quotidien dans son travail, mais voilà, de se connecter tout simplement, encore une fois, à l'humain, de manière à échanger en proximité et pouvoir observer en tant que manager, du coup, les signaux faibles. Parce que ça va partir de là. Donc j'entendais tout à l'heure qu'effectivement, c'est aussi quand les boîtes sont en plein essor qu'on a du mal effectivement à observer ces signaux faibles. Et ces temps sont extrêmement précieux en fait. Ces temps où on s'arrête, où on est en proximité, où on échange de manière, encore une fois, informelle, où on sort un peu du cadre professionnel. Pour moi, ça peut être en tout cas un levier qui permet d'identifier ces signaux faibles. Et Antoine, justement, on ne se contente pas de l'entretien annuel pour faire preuve de sa reconnaissance. On essaye toute l'année. C'est mieux. Après, voilà, le manager aussi, c'est pas forcément un métier facile, mais ça demande en tout cas beaucoup d'écoute, évidemment. En psychologie, en tout cas, si on se repose sur les chercheurs qui ont travaillé sur la question, se sont rendus compte, notamment donc Ryan et Deci, qui ont travaillé sur la motivation, comment apporter de la motivation dans le travail, etc. Donc, on est sur des choses qui sont assez liées, en fait, en vérité. Mais tout est lié à cette théorie-là, d'une manière générale. Sur les besoins fondamentaux, ils ont constaté, en fait, que ce qui était important en entreprise, mais même d'une manière générale, les personnes avaient besoin d'autonomie, de compétences et d'affiliation. Quand on parle d'autonomie, ce n'est pas le fait d'être indépendant. Il y a des personnes qui, justement, de manière autonome, vont chercher à être guidées, etc. L'autonomie, ça veut dire être aligné avec ce qu'on aimerait faire, comment on aimerait faire, etc. Le compétence, donc se sentir compétent. Je crois que c'est Jessica tout à l'heure qui a parlé, si je ne dis pas de bêtises, sur l'efficacité personnelle, le sentiment d'être efficace
qui va rapporter du sens au travail, ça, c'est clair et net. Le sentiment d'efficacité personnelle, c'est le sentiment de compétence. Ça va évidemment jouer sur le sens au travail, mais sur le bien-être au travail d'une manière générale. Et on a le sentiment d'affiliation aussi, le fait de se sentir appartenir à un groupe, que ce soit le groupe de l'entreprise ou le groupe du service, mais aussi à des pairs. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis psychologue, je me sens lié à d'autres psychologues dans notre entreprise, à travers ma manière de faire, à travers mes compétences, etc. Si un conseil rapide, mais c'est un peu large de dire ça comme ça, mais un conseil rapide à donner aux managers, c'est garder ces choses-là en tête quand ils vont aborder des briefings, quand ils vont faire des feedbacks à leurs salariés, quand ils vont donner des missions, quand ils vont, etc. Moult choses qu'ils peuvent mettre en place. Toujours garder ça en tête, l'idée que la personne elle sera toujours plus à l'aise quand elle aura le sentiment d'être efficace dans ce qu'elle fait. Donc, ça veut dire faire des feedbacks beaucoup plus rigoureux sur ce qu'elle a bien fait, moins bien fait, pourquoi. Donc là, on peut reprendre toutes les logiques de reconnaissance. Après, sur l'autonomie, quand on demande quelque chose à faire, quand on demande une consigne à quelqu'un, peut-être lui demander comment elle voudrait le faire, quelles sont les méthodes qui lui semblent les plus pertinentes. Comme ça, elle sera beaucoup plus alignée. On est toujours plus aligné avec des choses qu'on a choisies nous-mêmes, c'est une évidence. Donc, proposer des possibilités d'action divergentes en fonction de tel ou un tel pour voir le rôle de chacun. Et enfin, le côté affiliation, toujours essayer de générer du collectif. Donc, c'est bien d'avoir ça dans un service, c'est aussi bien d'avoir ça dans une entreprise. Finalement, Bruno, ce que vous avez mis en place dans votre entreprise, c'est super intéressant parce que ça reprend tout ça, en fait. L'idée de transversalité sur des missions annexes. Quand je dis missions annexes, c'est l'aide pour ces jeunes-là. Ça va apporter un sens commun, évidemment, mais ça va aussi créer un groupe. Donc, on va avoir un sentiment d'affiliation, un sentiment d'objectif commun qui est très intéressant. Et le sentiment d'affiliation, il est très fort. Alors, ça peut se faire par des objectifs communs, très simplement, par des feedbacks communs aussi, ça peut marcher comme ça, par l'entraide, au lieu de directement aller demander à un salarié, au manager, peut-être orienter son salarié à communiquer avec un autre salarié pour avoir les réponses, créer du lien. Et quand on joue sur ces trois facteurs-là, généralement, on crée du bien-être. Et ces notions sont assez liées, sens au travail, bien-être, besoin, c'est assez proche. Donc, c'est mes minces conseils. Il y en a moult d'autres, mais en tout cas, ça pourrait être une piste. Bruno ? Oui, justement, d'ailleurs, je vais rebondir sur la question de Frédéric Troude, le commentaire de Frédéric Troude, parce que je pense que c'est intéressant. Donc, nous, on n'est pas parfaite l'entreprise, il y a beaucoup de choses à améliorer. Et le management, c'est sûr que c'est un progrès, parce que nous, on essaie d'insuffler une énergie pour montrer l'exemple. Ça, c'est pour aussi montrer aux managers que je pense que c'est utile et qu'on peut tous y gagner à le faire. Donc ça, c'est une façon de soutenir finalement les managers. Mais effectivement, les managers, c'est aussi des collaborateurs. Et on a posé la question à nos jeunes talents sur finalement, c'est quoi un manager pour vous, un super manager Hub 2026. Hub 2026, c'est le nom de notre plan stratégique. Et donc, on leur a fait plancher sur le sujet. Ils sont revenus, c'était la semaine dernière. On dit un manager, ça doit être quelqu'un qui nous fait progresser. C'est quelqu'un qui communique en interne et en externe sur le site de l'équipe, mais également sur comment on doit redescendre l'information, etc. Et puis, troisièmement, c'est la reconnaissance. Donc, je rejoins complètement le point de la reconnaissance. Et la réponse que je leur ai fait, c'est je comprends que la reconnaissance, c'est clé, mais s'ils ne le font pas, c'est pas parce que c'est tous des managers qui s'en foutent. C'est qu'il y a un truc qu'on ne fait pas bien. Donc, comment on change ça? La question, c'est pas il faut plus de reconnaissance, c'est comment on fait pour que tout le monde soit mieux reconnu, le manager par la direction et le collaborateur par son manager. Donc, c'est une question qui est pas facile à répondre. Donc, nous, on essaye un truc. Je ne sais pas si ça marchera, mais on va essayer de le faire par le dessin. Donc, on va faire venir un dessinateur et on va écrire les 10 commandements, entre guillemets, pour l'instant, c'est comme ça qu'on l'a nommé, du manager. Ce qu'il doit faire, mais on va le faire en bande dessinée. Et on va faire une grande fresque avec une bande dessinée et on va associer le manager, les managers, à la construction de cette fresque, qui va rester affichée dans notre espace collaboratif, etc. Voilà. Donc, en tout cas, on expérimente, je vous dirai peut-être dans quelques mois si ça a marché ou pas. Mais voilà, on essaye ça parce que c'est un sujet, on est tous d'accord sur le fait que la reconnaissance, c'est clé, et c'est surtout comment on réussit à le mettre en œuvre.
Mm. ce qui est plus. Oui, tout à fait. On va J'aimerais passer après rebondir aux également questions. Vas-y, Jessica. sur les managers parce qu'ils sont bien plus en souffrance que la plupart des autres salariés. Parce que pour eux, la difficulté dans cette crise a été effectivement d'affirmer non seulement leur posture managériale au travers notamment du télétravail, mais aussi de faire passer les modalités d'organisation de l'entreprise et continuer à créer et fédérer du lien. Alors qu'ils avaient aussi été eux aussi dans leur mode adaptation par rapport à tout ce qui s'est passé. Donc, c'est vrai que c'est 52% des managers aujourd'hui qui sont en détresse psychologique, ce qui est juste énorme. Et si on commençait effectivement par les managers, parce que je suis convaincue que le mouvement se fait de l'intérieur vers l'extérieur et pas de l'extérieur vers l'intérieur, et que c'est effectivement au niveau peut-être de la gouvernance qu'on doit agir pour insuffler une nouvelle façon d'envisager en tout cas cette reconnaissance. Non, tout à fait. C'est Et très s'autoriser à parler de soi, parce que quand on est manager, comme on a envie d'aider les autres aussi, on n'a pas envie de laisser tomber son équipe, on n'ose pas en tant qu'individu à exposer ses propres problématiques émotionnelles et à faire tomber le masque. Donc, du coup, voilà, comment on vient agir aussi sur là-dessus pour que chacun puisse finalement se sentir bien au quotidien. Exactement. Je ne sais pas si Fabienne, j'ai une seconde pour parce que Vas-y. Et après, je vous partagerai les questions et on essaiera de répondre à tout le monde de manière très synthétique. Ouais, je suis complètement d'accord sur le fait que le manager, c'est pas lui qui a la science et qui sait tout en fait. Il faut surtout faire tomber ça. Nous, typiquement dans l'entreprise, on est 4 mandataires sociaux. Donc, je suis président du groupe, et en fait, on est 4 dirigeants. Et donc, parce que je sais pas tout. En plus, moi, je reprends la boîte, je sais pas forcément. J'ai jamais été président, et donc j'ai accepté de dire il y a plein de trucs que je saurais pas faire, et donc il faut savoir s'entourer et dire les trucs qu'on sait, les trucs qu'on ne sait pas, quoi. Il faut pas avoir peur de pas savoir, même quand on est un manager d'une équipe de je ne sais pas combien de personnes, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Donc, il vaut mieux associer l'équipe dans la réflexion, dans le doute. Alors, il ne faut pas tout le temps douter parce que sinon, effectivement, il y a un souci, mais il ne faut pas avoir peur de ne pas savoir. C'est ça qui est troublant, c'est que dans l'inconscient collectif, la posture du manager ou du dirigeant doit être parfaite. C'est-à-dire que ce sont en fait des postures qui n'ont pas droit à l'erreur. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument et qu'il est nécessaire de faire tomber parce que ça emprisonne énormément et ça peut faire des dégâts énormes. Donc du coup, c'était pour rebondir sur ce que tu disais, Bruno. Non, c'est très intéressant. Ça va être dur de nous tenir, Fabienne, parce que je vais passer à la première question. Alors, on nous demande, est-ce que le manque de sens au travail peut être une cause, selon vous, d'absentéisme? Est-ce que voilà, ça peut jouer comme facteur? Complètement. Quand on est en perte de sens, au bout d'un moment, c'est agir. On parlait sur cette efficacité personnelle qui peut avoir un impact sur le regard qu'on porte sur soi et à partir de là, qui peut amener à générer du stress, de l'anxiété et aboutir sur, si on va loin, des dépressions, voire des burn-out. Burn-out également, puisque du coup, c'est la perte de sens. Oui. Antoine, on nous demande comment le référent qualité de vie au travail, ou la personne en tout cas qui est responsable de la qualité de vie au travail dans l'entreprise, peut agir auprès des managers sans que ce soit mal vu en se disant voilà, c'est un peu trop intrusif, c'est moi manager qui gère mon équipe comme je veux. Comment on peut essayer de pousser la qualité de vie au travail sans non plus qu'on marcher sur les plates-bandes des managers? Là, honnêtement, c'est un sujet extrêmement compliqué, ce truc-là, parce que ça dépend comment la qualité de vie au travail déjà a été amenée dans l'entreprise. Si les managers, les salariés ont été sensibilisés de manière… Par exemple, je sais que j'avais mis ça en place dans une entreprise par le passé, et on avait pris le temps de vraiment prendre chaque service un par un pour leur présenter pourquoi on met en place des actions QVT, quel est l'objectif de tout ça, que ce n'était pas bien évidemment une critique, c'était la possibilité de remonter des informations. Une fois que les informations sont remontées, tu peux t'appuyer sur ces informations pour échanger avec le manager. Mais après, c'est vrai que c'est toujours compliqué parce que le manager, dans beaucoup d'entreprises, ça peut être ça aussi, et ça a très bien été présenté jusqu'avant, le manager, il est sachant en fait. Sauf que je suis complètement aligné avec l'idée qu'en fait, la meilleure manière pour un manager, c'est de partir du principe que je ne connais pas, c'est mes équipes qui bossent, et donc du coup, je dois au mieux animer l'histoire pour que ce soit le mieux possible. Donc en fait, ce que je sais déjà, parfois, ça est complètement à côté.
Et là, c'est super compliqué. Je pense qu'il faut soit aller avec peut-être le RH, échanger avec le manager, essayer de lui faire réfléchir sur ses conditions de travail. Il y a le côté reconnaissance. On parlait de reconnaissance tout à l'heure. Dans la reconnaissance, il y a des feedbacks. Et si on reprend ce concept de reconnaissance, quand on demande comment on fait pour mettre en place de la reconnaissance, surtout quand on a du mal à mettre en place des choses ou qu'il n'y en a pas forcément, que la personne n'a pas forcément bien fait les choses, eh ben, on peut toujours reconnaître, pas forcément le résultat, mais la pratique du travail, donc l'investissement et les méthodes et l'existence de la personne, le côté respectueux. Eh ben, je pense que ça peut être une action de le faire comme ça, c'est-à-dire observer, aller en tant qu'observateur, observer la situation, lui demander de lui faire un retour sur ce qu'il a fait, et ensuite lui faire un feedback d'amélioration avec cette idée, le résultat ici n'est pas forcément là, puisque l'objectif de la personne n'a pas forcément été atteint. Comment à l'avenir cette personne peut atteindre son objectif? Comment toi tu peux l'aider à atteindre ses objectifs? Ça, c'est sur le résultat. Et sur la pratique et l'investissement aussi. Comment tu as fait pour t'investir sur cette situation? En fait, je pense qu'il faut l'amener. J'aurais du mal à le voir comment on peut le faire autrement. Je pense qu'il faut l'amener lui-même à observer ce qui pourrait mieux fonctionner. Donc, ça passe par des retours d'expérience immenses et des longs temps d'échange. C'est jamais évident quand c'est mis en place, mais je pense qu'en plus de ça, à la base, le souci vient peut-être plus haut, c'est-à-dire est-ce que la QVT, donc l'animateur QVT, a été bien sensibilisé auprès des salariés et des managers. Si c'est bien fait en temps normal, ça doit bien être entendu. Maintenant, quand c'est un peu moins bien fait et qu'effectivement, c'est dans cette situation, je pense que c'est l'échange, énormément d'échanges sur des retours d'expérience qui peut amener. Moi, je le vois comme ça. C'est peut-être pas la meilleure manière. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, mais… C'est intéressant ce que tu dis. Moi, je pars du constat que la qualité de vie, du travail, finalement, c'est quelque chose qu'on construit tous ensemble. Parce que c'est effectivement l'entreprise, mais c'est aussi les pas que vont faire finalement les salariés aussi vers l'entreprise. Et si finalement ça partait d'un diagnostic, de savoir de quoi ont envie, de quoi ont besoin finalement les salariés de l'entreprise, ça peut être une réflexion que peut avoir le dirigeant, de manière à pouvoir effectivement lever toutes les questions dont a parlé Antoine. Voilà, on s'interroge, on diagnostique, on crée un baromètre et en fonction de ce baromètre, effectivement, on vient en fait pousser les leviers qui sont les moins développés en fait. Ouais. Et j'ai une dernière question. Philippe nous demande, mon travail a du sens, mais les conditions dans lesquelles je l'exerce, beaucoup moins. Conditions très difficiles, environnement pesant, travail en silo, charge mentale très importante, direction pas sensible à la qualité de vie au travail. Comment continuer à m'épanouir quand on a un décalage où on aime son métier, on trouve qu'il a du sens, mais au quotidien, le manque, je dirais, de moyens et l'environnement complique les choses. Quels seraient vos conseils? Pas évident. Cette question n'est pas évidente parce qu'en fait, déjà, il y a la notion de depuis quand c'est dans cette situation-là. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Depuis quand il est dans son activité? Est-ce que cette notion de sens ou de perte de sens est ponctuelle ou est-ce qu'elle est là depuis longtemps? Ça permet de savoir aussi est-ce qu'il y a une évolution et est-ce que le changement est récent? Ou sinon, est-ce que justement, avant, il arrivait bien à s'adapter et aujourd'hui, il y a un changement qui fait que ça n'est pas fait. Là, j'ai entendu dire que la direction ne suit pas. Je ne sais pas quelle est la relation avec le manager. Je pense que dans ce type de situation, la relation avec le manager, surtout quand on parle de conditions et d'environnement de travail, la relation avec le manager et le RH est primordiale. Et malheureusement, quand on parle de conditions de travail, c'est des choses sur lesquelles vous avez très, très peu la main. Après, si on veut vraiment aller dans cette idée de détail, au fond du fond, c'est toujours important d'avoir d'avoir une activité qui nous convient, dans le sens où, quand je me perds un peu dans ce que je dis, mais quand dans l'activité ça nous convient, ça nous apporte beaucoup de satisfaction. Quand l'environnement de travail ne convient pas, c'est ça que je voulais dire, ça peut nous apporter de la frustration. En fait, ici, j'ai l'impression qu'on est dans une situation où la personne elle a beaucoup de satisfaction dans son activité parce que ça lui plaît. C'est tant mieux. Mais de l'autre côté, il y a beaucoup de frustration parce que elle n'a pas forcément les avantages ou les choses qu'elle souhaiterait avoir. C'est compliqué dans cette situation parce que vous n'avez pas la main malheureusement. Alors, soit vous échangez avec le manager, les RH, vous pouvez aussi faire appel au syndicat. Sur ces choses-là, c'est là qu'ils sont utiles aussi, qui peuvent vraiment amener leur pierre à l'édifice. Ils peuvent vraiment vous aider dans cette situation-là. Il faut communiquer sur ces besoins-là. Néanmoins, il n'y a pas de résultat. Il faut aussi envisager que trouver une autre entreprise, exercer la même profession ailleurs et peut-être aussi, si c'est possible. Oui, mais le faire dans une autre… Parce qu'on sait ce qu'on quitte, on sait pas… C'est toujours pareil, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on gagne. Et puis si l'activité le convient, c'est vraiment une bonne chose. Ce n'est pas toujours le cas. Des fois, on se retrouve dans des situations où on n'a pas d'autonomie dans ce qu'on fait. Pourtant, on aime bien le métier, mais on est cloisonné,
est vachement guidé, on aimerait avoir plus de responsabilités, plus de choses à faire. Peut-être qu'il est dans cette situation-là, donc c'est une bonne chose. Je pense que là, les conditions de travail, il n'y a pas de baguette magique, il faut communiquer en interne. Après, c'est vrai que si ces conditions deviennent vraiment difficiles à vivre, il faut se faire accompagner, il faut aller voir un psychologue du travail, creuser la thématique. Mais oui, il n'y a pas de baguette magique, malheureusement, il faut échanger avec les RH, les syndicats, les teams de travail, les managers, etc. Mais c'est vrai qu'on ne s'autorise pas à le faire, mais libérer la parole, ça peut faire énormément de bien. On s'attend toujours, j'aime pas faire de généralité, mais c'est vrai que bien souvent, on ne s'autorise pas par peur en fait, de ne pas être entendu, alors que finalement, ça n'est que peut-être une peur subjective et que le fait d'aller aborder le sujet, ben, effectivement, ça peut être faire avancer les choses en tout cas. Très bien. Peut-être d'autres gens qui ont envie de voir ces changements apparaître, parce que quand on est en groupe, on est plus fort aussi. Donc, on peut réfléchir à faire des propositions au management. C'est aussi une bonne façon de faire un constat, des propositions, en disant voilà, on est 3-4 à penser la même chose, on voudrait essayer tel truc, voilà. Soit effectivement c'est complètement fermé, bon, ça permet d'abonder dans un sens ou dans l'autre. Peut-être que ça peut aussi faire changer le manager si on vient le voir avec des propositions. Très bien. Bon, merci à tous les trois. Si vous deviez choisir, allez, un mot pour, je ne sais pas, clore ce webinaire, qu'est-ce que vous auriez envie de choisir pour inspirer les gens qui nous écoutent par rapport au sens au travail? Moi, j'en ai plein qui me viennent après vous avoir écouté. Qui veut se lancer? Un mot, il y en a plein, effectivement. Énergie, collectif, envie, plaisir, et puis courage de changer. J'ai fait une petite intervention il y a quelques semaines. C'était effectivement trouver le courage de changer. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Et donc, je vais rebondir sur ce que tu dis, Bruno, parce que tout ça passe par la connaissance de soi. Et pour moi, c'est une base qui est juste extraordinaire, parce que quand on a connaissance tout simplement de ses limites, de ses valeurs, de la manière dont on doit gérer son équilibre vie pro, vie perso, de la manière dont, effectivement, ce qui nous fait du bien, ce qui ne nous fait pas du bien, ses besoins. Du coup, on met beaucoup plus de sens dans sa vie. Antoine? Vos valeurs. Valeurs. Ce qui me vient là, la reconnaissance, je trouve ça intéressant, les besoins aussi. Et il y a la notion de bien-être qu'on aurait pu, on n'a pas du tout été sur cette question-là, mais on aurait pu l'élargir. J'ai l'impression que je n'ai pas tant de réponse à longe, mais tant pis, je me lance quand même. On retiendra valeurs et reconnaissance. Voilà. Bon, merci à tous les trois, c'était un plaisir du coup d'avoir vos regards, vos expertises et vos expériences à tous les trois. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous et à bientôt sur My Happy Job by Moodwork. Et encore merci à mes trois invités parce que vous avez apporté beaucoup à ces échanges. Merci beaucoup. À bientôt. Merci pour l'invitation. À bientôt. À bientôt, bonne journée. Au revoir.